Donc, définition de la sophrologie, bonsoir Cynthia, de savoir ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Donc la sophrologie, je crois que ça vient de plusieurs mots grecs. Sos, ça veut dire harmonie, phrène, c'est conscience, et logos, je crois en grec, ça veut dire étude. Donc on pourrait également appeler la sophrologie le zen occidental. Alors plus qu'une méthode de relaxation, la sophrologie est un moyen de connaissance de soi et d'épanouissement personnel. Alors tout le monde connaît, je pense, le fameux adage « connais-toi toi-même » de Socrate. Donc c'est en tournant son regard à l'intérieur de soi, en se connaissant, en cherchant lui-même que l'on est capable de découvrir une sagesse. Alors maintenant, quels sont les bienfaits de la sophrologie? Je dirais le premier bienfait de la sophrologie permet de prendre conscience. Et parfois, il suffit d'une prise de conscience pour changer mais radicalement une vie. Donc, quand j'ai commencé ma thérapie avec une sophrologue, donc je lui avais demandé, mais c'est quoi la définition de la sophrologie? Et puis elle m'avait dit, la sophrologie, ça permet l'éveil de la conscience. Sur le moment, moi j'avais l'impression, voilà. Moi du matin au soir, je suis conscient, ça veut dire quoi? Et puis il m'a fallu peu de temps de travailler avec elle pour m'apercevoir qu'elle avait complètement raison. Quand on fait un travail d'introspection, on a des prises de conscience. Et moi, la première prise de conscience, mais qui a radicalement changé toute ma vie, mais vraiment, c'est que j'ai vécu. Donc, quand j'ai commencé ce travail de thérapie avec elle, donc il y a une anamnèse, un temps d'échange, et puis sur le moment, pour me définir, je disais que j'étais perfectionniste. Et puis, pour moi, à l'époque, je pensais que c'était vraiment l'une de mes grandes qualités. Et puis, il m'a fallu peu de temps pour m'apercevoir que c'était l'un de mes pires défauts. Parce que quand on va voir un ou une sophrologue, c'est pour plus de bien-être. Et les perfectionnistes, ils sont en quête de quelque chose qui n'existe pas, parce que la perfection n'existe pas. Et puis toujours en quête de plus, d'où tension permanente. Et moi, ce perfectionnisme, j'avais la croyance erronée que pour essayer de faire les choses le mieux possible, il fallait les faire à fond. Mais non, pendant 30 ma vie, j'étais à fond. Et le jour où j'ai pris conscience, grâce à la sophrologie, que cette croyance était complètement erronée et que c'était même l'inverse qu'il fallait faire. Plus on essaie de faire les choses mieux, plus il faut relâcher le corps. Parce que plus le corps est détendu, plus notre esprit se détend. Et par conséquent, plus le corps est détendu, plus l'esprit est détendu, et par conséquent, on est plus lucide, on est plus intelligent, on est plus à même de bien faire les choses. Donc le jour où j'ai pris conscience que cette croyance était complètement erronée, à partir de là, j'ai commencé un peu tous les jours à prendre conscience de mon corps. Par exemple, j'étais en train de faire la queue au Monoprix, j'observais les tensions en moi qui étaient inutiles et je relâchais. Et puis à force de faire cet entraînement, naturellement mon corps est devenu plus détendu. Qui dit corps plus détendu égale mental qui se détend. Donc plus de clarté, plus d'intelligence. Et puis surtout, une journée de tension comme ça veut dire qu'on arrive en fin de journée, mais on est épuisé, on est fatigué, on a pompé de l'énergie inutilement. Donc ça, c'est vraiment une prise de conscience qui a complètement transformé ma vie. Et puis, dans un corps comme ça, là, il y a de la place pour les anxiétés, les angoisses, le stress, les peurs. Là, oui. En revanche, dans un corps complètement relâché, physiologiquement parlant, c'est impossible de ressentir stress, angoisse, anxiété. Donc plus notre corps est détendu, plus notre mental est détendu, et moins il y a de place pour les anxiétés, les angoisses. Prendre conscience de nos modes de fonctionnement. Alors les grands sages nous comparent à des moutons, ou parfois à des hamsters qui tournent toujours dans le même sens.
Alors si on tourne toujours dans le même sens, mais que cela nous procure plus de bien-être que de mal-être, pourquoi changer? En revanche, si le fait de tourner toujours dans le même sens nous procure plus de mal-être que de bienfaits, à un moment donné, ça serait bien de tourner son regard à l'intérieur de soi pour prendre conscience de ce mode de fonctionnement qui est source de tension, d'insatisfaction, de souffrance. Donc un mode de fonctionnement, c'est constitué de croyances que l'on a sur nous, que l'on a sur l'environnement, que l'on a sur les autres. Alors si nos croyances que nous avons présentent des distorsions, qui font d'elles des croyances erronées, il serait bon d'en prendre conscience afin de les corriger, sinon elles continueront d'être source de tension, de souffrance. Donc vraiment la sophrologie, c'est un outil extraordinaire pour prendre conscience de ces modes de fonctionnement. Parce que prendre conscience, c'est la première étape de la guérison. Si je ne suis pas conscient de ce qui me fait souffrir, je ne peux pas guérir. 1, je prends conscience que je suis malade. 2, je vais voir le médecin et puis je prends le traitement. Alors je vais vous citer l'exemple d'une de mes clientes que j'appellerai Sophie, et qui est venue me voir pour un problème de stress, de colère, d'anxiété. Et puis les résultats au questionnaire que je remets toujours à la fin de la première séance, que la personne me ramène à la deuxième séance, montrait qu'elle souffrait d'un mode de fonctionnement, d'un schéma méfiance et abus, dont la croyance de base, c'est si je deviens intime, je serai trahi. Donc, par exemple, à ce questionnaire, Sophie avait répondu complètement vrai aux phrases suivantes. Je m'attends à ce que l'on me blesse ou à ce que l'on se serve de moi. Je dois me protéger et rester sur mes gardes. Si je ne me méfie pas, on profitera de moi. Les personnes proches de moi ont abusé de moi toute ma vie. Alors, ces croyances se sont installées dans l'esprit de Sophie à la suite d'événements qu'elle a rencontrés dans son enfance, dans son adolescence, tels que des humiliations, tels que des moqueries, voire plus graves, des abus physiques. Et puis au début de notre travail, Sophie n'était absolument pas consciente de ce mode de fonctionnement qui la faisait souffrir et qui faisait qu'elle était toujours en état d'hyper-vigilance. Donc faire confiance à tout le monde, c'est complètement inapproprié. Se méfier de tout le monde, également, c'est inapproprié. Alors plus ce schéma, ce mode de fonctionnement méfiance et abus est présent, plus la personne vit dans une tension plus ou moins permanente. Parce que la croyance de base, c'est les autres sont dangereux, le monde est dangereux, si je ne reste pas sur mes gardes en permanence, danger pour moi. Donc vous imaginez, dans les cas extrêmes, ça se traduit par de la paranoïa. Donc les gens qui viennent voir un ou une sophrologue viennent pour plus de bien-être, pour plus de bonheur. Si la personne a cette croyance, les gens sont dangereux, il faut que je reste sur mes gardes, tout le temps en tension permanente, comment peut-on être heureux dans une tension physique permanente et mentale? De notre travail, ça a été de ramener ce mode de fonctionnement méfiance et abus à un juste niveau afin d'accorder sa confiance à ceux et celles qui le méritent. Alors les distorsions cognitives, ce sont des erreurs dans la façon de réfléchir. Alors troisième bienfait que la sophrologie, elle rend intelligent, elle donne de la clarté, elle donne de la lucidité. Donc j'ajouterais sophrologie et relaxation. Donc pour moi, avant une séance de sophrologie, on est le nez dans le guidon. On est dans le guidon avec tous nos problèmes, etc. Et le nez dans le guidon, on ne voit pas grand-chose. Après une séance de sophrologie, c'est comme si on montait à 2 ou 3 000 mètres d'altitude. Et là, on a pris une hauteur de vue qui nous permet de relativiser, qui nous permet d'être plus intelligents pour trouver des solutions à notre problème. Donc vous avez tous entendu parler peut-être pas Patrick,
du verre d'eau avec de la boue. Donc nous, avant une séance de sophrologie, ben, on est des agités du bocal. Donc avec notre parole, avec notre esprit et puis avec nos actions, notre corps, on est dans l'agitation. Donc on est tel, cette bouteille d'eau, imagine qu'il y ait de la boue. Donc dès lors où on agite, on ne voit pas grand-chose. Puis dès lors où on fait une séance de sophrologie, on va détendre le corps. Quand on détend le corps, on va s'apercevoir que là-haut, ça se détend. On a moins de pensée. Il y a un espace, une clarté, une lucidité qui apparaît. Et au fur et à mesure que l'on se détend, la boue, elle descend au fond de la bouteille. Et là, on voit clair. Donc, en cela, pour moi, on est plus intelligent. Donc c'est vrai qu'en séance de sophrologie, on va faire des exercices de relaxation dynamique, des exercices inspirés du yoga, de respiration, qui ont pour objectif notamment de détendre notre corps. Ensuite, on va s'installer sur une chaise ou sur un fauteuil. On va se détendre. L'esprit va être détendu. On va réduire la vitesse de notre mental, ça va s'apaiser. Voilà. Alors, vous connaissez Alan Greenspan? Alan Greenspan, c'était dans les années 2000, c'était l'homme considéré comme l'homme le plus puissant au monde. Puisque Alan Greenspan, il était le patron de la réserve fédérale américaine. Donc beaucoup considèrent que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps sur les marchés financiers, sur l'économie. Si le patron de la réserve fédérale américaine, il augmente les taux d'intérêt ou il diminue les taux d'intérêt, mais tout le monde en essuie les conséquences. Donc Alan Greenspan, chaque matin, il se levait, je pense, de bonne heure, vers 5 heures du matin, il prenait un bain. Il allait se détendre dans son bain. Et dans son bain, devant lui, plusieurs écrans de télévision, avec des indicateurs économiques, inflation, PIB, masse monétaire, etc. Et tout en étant détendu dans son bain, il prenait des décisions pour le monde entier. Alors, je ne pense pas que Greenspan était un adepte de la sophrologie, peut-être. Je pense, de toute évidence, c'était un adepte de la relaxation, de la détente. Il avait l'intuition, ou il avait conscience que cet état de détente physique était particulièrement propice pour prendre de bonnes décisions, pour ne pas être le nez dans le guidon. Et là, s'il avait été le nez dans le guidon, il n'aurait pas vu grand-chose, il aurait commis probablement des erreurs. Donc la sophrologie, autre bienfait, quatrième bienfait, la sophrologie permet de devenir ce que l'on est réellement, d'être en harmonie avec soi-même, au plus profond de soi. Alors nous avons été tous conditionnés, vous et moi, depuis notre tendre enfance, par nos parents, par l'école, par les médias, par notre culture. Et tous ces conditionnements font que peut-être, aujourd'hui, nous ne sommes pas ce que notre cœur aurait souhaité que l'on soit. Voilà. Ou peut-être que nous ne sommes pas sur le chemin que notre cœur aurait souhaité emprunter. Alors dès lors où l'on est sur un chemin de vie qui n'est pas celui que notre cœur aurait souhaité, la question c'est, peut-on être vraiment heureux? Bon, pour ma part, je pense que dès lors où nous sommes en harmonie avec nos vraies aspirations de cœur, eh bien cette harmonie est source de détente et de joie. En tout cas, je pense que c'est vraiment que de tension de ne pas être soi-même. Alors Coluche a dit: je ne suis pas la meilleure personne au monde, mais au moins, je ne fais pas semblant d'être ce que je ne suis pas. Donc l'état dans lequel on demeure en sophrologie s'appelle le niveau sophroliminal, donc il est similaire à l'état de transe en hypnose. Et cet état est selon moi le meilleur état pour justement effectuer ce travail de Socrate.
connais-toi toi-même, et notamment pour obtenir des réponses à qu'est-ce que je me veux réellement, qu'est-ce que je me veux réellement. Parce que dans cet état, bien va apparaître l'inconscient. Dans l'état dans lequel on est là, actuellement, on a tous plus ou moins une carapace, on joue tous des rôles différents dans la journée. On a des résistances, on a des défenses. Donc, il n'y a pas forcément une grande ouverture de cœur. En revanche, dans cet état, au niveau sophroliminal, cet état va permettre l'ouverture du cœur. D'une certaine manière, ça va permettre de déposer peu à peu notre carapace. Alors c'est vrai que malheureusement, parfois, pour certaines personnes, la carapace est tellement lourde qu'elles vont se noyer entre guillemets. Alors vous voyez, donc, Patrick qui me connaît depuis longtemps, mon exemple personnel, c'est au début de ma carrière professionnelle, j'ai travaillé dans l'assurance dans un premier temps, puis la finance. Pourquoi? Mon père travaillait dans l'assurance, mon frère travaillait dans la finance. Et puis mon travail d'introspection m'a permis de prendre conscience que ce n'était pas forcément le chemin que, au plus profond de moi, je souhaitais emprunter. Et puis vous voyez, quand j'étais plus jeune, je m'en souviens, au lycée Fédlon, j'étais, comme quoi on peut changer, je regardais Dynasty, Dallas, et je voulais devenir un grand businessman. Vraiment, je voulais devenir un grand businessman. Et à l'époque, dans les médias, la mode, c'était de dire que si on veut devenir un grand businessman, eh bien, il faut être un killer. Et j'ai essayé un petit peu d'être un killer, mais bon, ça sonnait faux, quoi. Donc, et que de tension de ne pas être soi-même, parce que quand on n'est pas soi-même, il y a des conflits à l'intérieur, il y a des tensions, il y a des tiraillements. Puis je vais vous citer l'exemple d'un de mes clients que j'appellerai Antoine, qui était venu me voir pour une dépression sévère, et en exagérant mes propos, il avait mal partout. 35 ans, brillant ingénieur. Là, on a fait un travail quand même, c'est pas 5 séances, on a fait beaucoup plus. Et lors d'une de nos séances, il a pris conscience par lui-même, et c'est important de prendre conscience par soi-même. Il dit au final, mais quand j'étais gamin, finalement, quand j'avais 8-10 ans, j'étais extraverti. Pourtant, j'ai toujours cru que j'étais introverti. J'ai toujours cru que j'étais introverti. Du fait de certains événements qu'il a rencontrés dans son enfance et dans son adolescence, par la force des choses, il s'est mis dans une coquille lui-même et il est devenu introverti. Alors pour moi, vous voyez, le fait qu'il était extraverti et ensuite qu'il est devenu introverti, par la force des choses, entre guillemets, c'était l'une des raisons de sa dépression. Alors je vais vous donner... Au départ, on fait une séance debout ou assis, des exercices de relaxation dynamique. Ce sont des exercices respiratoires, inspirés du yoga. Donc on va pouvoir faire peut-être 10 minutes, un quart d'heure d'exercices respiratoires, des exercices notamment pour certains exercices, on va tendre certains muscles, puis les détendre. Le fait de contracter certains muscles, ça va permettre de relâcher encore plus les muscles. Donc là, le ou la sophrologue normalement ne va pas parler beaucoup. Il est important que le client soit vraiment dans la sensation de son corps. Je sens les muscles, les articulations, les ligaments qui sont sollicités. Et puis après, la personne va s'installer soit sur une chaise, soit sur un fauteuil, soit allongée pour là où les premières séances. Et puis là, par contre, elle va se laisser sophroniser, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle va se laisser guider par la voix du sophrologue. Des visualisations, des choses comme ça. Voilà, exactement. Et finalement donc, un grand maître de méditation, Khenpo Chochok, qui est tibétain, qui nous a fait un enseignement la semaine dernière, et puis finalement, il me disait que pour lui, il y avait plein de formes de méditation,
Et toutes ces méditations apportaient beaucoup en termes de santé physique, en termes de santé mentale, mais que toutes ces formes de méditation, il y en a beaucoup, elles se résument en trois types de méditation. Premier type de la méditation, c'est bon, les méditations du calme mental, shamatha, au calme l'esprit, les méditations de concentration. On va focaliser sur son esprit, peut-être sur la respiration, sur un motus sport. Donc ça, il disait que ce sont des méditations où on va expérimenter. On va expérimenter dans notre corps de la détente, on va expérimenter même de la clarté, on va même expérimenter de la joie, parfois de l'ouverture, du détente. Donc ça, premier type de méditation. Deuxième type de méditation, il appelait ça méditation ou contemplation. Et là, il disait, là, il faut penser à des choses positives. Et il disait, celui qui pense à des pensées positives va être heureux. Et troisième type de méditation, donc là c'était plutôt des méditations bouddhistes pour réaliser la vacuité. Mais les deux premières formes, les deux premiers types de méditation dont il a parlé, c'est la sophrologie. La sophrologie, c'est une forme de méditation qui inclut donc la méditation du calme mental, une forme de chimée, avec notamment, à un moment donné, il y a des techniques de visualiser un objet neutre, issu du monde minéral ou végétal. On va imaginer dans son esprit une pierre, un arbre, méditation de concentration, ça y est, ça en sophrologie. Et puis deuxième type de méditation dont il parlait, méditation, contemplation plutôt, où on va penser à des choses positives, et le fait de penser à des choses positives va nous rendre heureux, mais ça c'est typiquement également la sophrologie. De toute manière, celui qui a inventé la sophrologie, il a pompé, entre guillemets, sur des tas de techniques. C'était un neuropsychiatre qui faisait beaucoup d'hypnose, mais qui faisait de l'hypnose à une époque où l'hypnose avait mauvaise presse. Aujourd'hui, on pourrait dire que la mère de la sophrologie, c'est l'hypnose. On va rajouter d'autres choses. Sa femme était prof de yoga. Ils sont partis 3 ans en Asie. Et là, pendant 3 ans, ce neuropsychiatre, il a observé les différentes traditions. Le zen, le yoga, etc. Et puis, il a créé un outil extraordinaire, la sophrologie, qui est, à mon avis, très adapté aux autres. Comment traiter l'anxiété? L'anxiété, déjà une personne peut faire 3 ou 5 séances. Pendant les 3 ou 5 séances, on va lui enseigner certaines techniques, la respiration abdominale. À chaque fois, on va lui enseigner l'autosophrologie, on va enregistrer les séances. Et si elle veut s'arrêter même au bout de 5 séances ou 3 séances, et qu'elle met en pratique, eh bien, elle va voir qu'au bout de quelques semaines, ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, si elle fait ça régulièrement, ça va étouffer plein de symptômes de l'anxiété. Alors, à ce stade, on n'aura pas traité les causes de l'anxiété. C'est comme le sport. Le sport, si on pratique du sport régulièrement, ça va étouffer un certain nombre de symptômes liés à l'anxiété. Mais le sport ne va pas traiter les causes des anxiétés. Une personne de 90 ans, même 95 ans, peut faire quelques séances. Puis ne serait-ce qu'apprendre à se détendre. Si elle écoute, elle fait ses séances régulièrement, ce qu'on appelle, ce que je disais au départ, la loi de la répétition viventielle. Tu vois, par exemple, Hugues, on a un ami qui est médecin. Hugues, je pense que il médite beaucoup, à mon avis, en tout cas c'est un adepte de la méditation régulière. Chaque fois qu'il fait des enseignements, je le vois,
Entre midi et 2, il va se faire une sorte de petite sieste allongée où je pense, est-ce qu'il dort ou il se détend? Et ça, c'est. Par exemple, on avait eu aussi un lama, Lama Lomdrop, donc il avait fait 7 ans de retraite de méditation, un allemand, une grosse tête, médecin, etc. Il nous parlait des nombreux bienfaits de la détente, et même à un moment donné, il nous disait, mais il nous parlait qu'il avait même travaillé des pré-psychotiques qui se préparaient à faire une retraite de 3 ans de méditation, et il leur enseignait justement à se détendre, et pour eux, c'est hyper important d'apprendre à se détendre, parce qu'il nous disait, la Madame Maud, il disait, mais c'est impossible de devenir fou quand on est détendu. Donc à tout âge, on peut apprendre. Et contrairement au golf ou contrairement au tennis, où là il faut quand même peut-être 1, 2 ou 3 ans de pratique pour savoir lancer une balle, la pratique de la détente, ça prend pas beaucoup de temps. Hein. Ça prend pas beaucoup de temps. Donc, dans un bon fauteuil, beau feu de cheminée, vous regardez le beau feu de cheminée, vous pensez à rien précisément, vous êtes bien, vous êtes détendu. Vous êtes en état d'autosophrologie, d'auto-hypnose. Vous êtes sur l'autoroute, il n'y a personne sur l'autoroute, il fait un temps magnifique. J'imagine que ça se passe pas au moment d'une anesthésie. Ah non, ça se passe au moment où, par exemple, si c'est le médecin anesthésiste qui va faire du tricot. Et ça, on fait ça dans le métro, en fait. Voilà, vous êtes assis, vous fermez les yeux. Même si vous n'êtes pas très... Bon, l'idéal, c'est de se détendre un petit peu, mais même si vous n'êtes pas très détendu. Et puis, je m'imagine même quelques secondes dans ce lieu qui est toujours source de bien-être pour moi. Vous ouvrez les yeux. Faites ça plusieurs fois par jour. Je peux vous assurer qu'à un moment donné, ça va vous faire du bien. Avoir une image bouée. Pareil, certains hommes politiques, donc le médecin qui m'a formé à la sophrologie m'avait dit que Chirac avait fait la sophrologie. Et donc, quand on fait de la sophrologie, l'une des séances que l'on va faire, c'est on va apprendre un geste conditionné qui va nous permettre, dès lors où on va faire ce geste-là, à l'instant T, on va le faire à un moment où on est déstabilisé, et ce geste conditionné va nous permettre de nous ancrer et de nous redonner toutes les ressources dont on a besoin pour ne plus être déstabilisé. Chirac, à ce qui paraît, ce geste-là, il le faisait quand on lui posait des questions qui pouvaient le déranger. Mitterrand, je crois aussi, avait fait la sophrologie et je crois que son geste conditionné, geste signal, était au niveau des mains. Je crois mains posées, etc. On conditionne ce geste, on est déstabilisé, les sportifs de haut niveau aussi. Ils vont être déstabilisés, image bouée ou geste conditionné, ils vont faire et ça va permettre de se recentrer, de retrouver de la stabilité. Ça marche. Il suffit de s'entraîner.